Blanche de Castille. Elle est la mère de Louis IX, dit Saint-Louis. Alors bonsoir à tous, bienvenue dans cette histoire de France de ce mardi, et aujourd'hui nous allons parler de la mère de Saint-Louis, Blanche de Castille. Alors qui est Blanche de Castille? Elle est née le 4 mars 1188 à Palencia en Castille et elle meurt le 27 novembre 1252 à Melun. Elle est reine de France par son mariage avec Louis VIII. Elle est la fille du roi Alphonse VIII de Castille et d'Aliénor d'Angleterre, elle-même fille d'Aliénor d'Aquitaine, et du roi d'Angleterre Henri II Plantagenet. Elle épouse le 23 mai 1200 le prince Louis de France, fils et héritier du roi Philippe Auguste. Elle est la mère de Saint-Louis, à qui elle donne une éducation très pieuse et auprès de qui elle exerce la régence entre la mort de son mari Louis VIII et la majorité de son fils. Alors, quand on a dit cela, on a résumé, disons, un petit peu la destinée de cette princesse. Cette princesse a 3 sœurs. Elle a une sœur aînée qui épousera le prince du Portugal, et elle a une sœur encore entre deux, au-dessus d'elle, parce qu'elle, c'est la cadette, qui épousera donc un autre prince, et elle sera, disons, choisie, parce que son père l'a choisie, par Aliénor d'Aquitaine d'ailleurs, qui viendra pour le mariage au roi de France. Alors, au début, ça devait être son autre sœur, qui aurait dû être mariée, qui s'appelait Urraque. Et Urraque, c'était, disons, un mot qui voulait dire un peu corbeau, corneille, enfin bon, parce qu'elle était très brune, elle était nommée comme ça. Donc, Aliénor a décidé de se tourner plutôt vers Blanche, qui était plus, disons, introvertie, plus pieuse, et, disons, moins voyante que sa petite sœur aînée. Voilà. Donc, cette enfance de Blanche de Castille, qui est la fille donc d'Alphonse VIII de Castille et d'Aliénor d'Angleterre, qui est la petite fille de la fameuse Aliénor d'Aquitaine, elle est donc la nièce des rois Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre. Blanche de Castille est née donc en 1188 à Palencia, dans une famille nombreuse qui connaîtra la perte de certains enfants, comme dans toutes les familles de cette époque. Donc les chroniqueurs et les historiens de son époque ne nous ont rien transmis à propos de son enfance, ou très très peu. On a plutôt les batailles d'Alphonse VIII de Castille contre les Sarrasins et les Maures. On a plus aussi son alliance avec l'Aragonais et ses guerres contre le roi de Navarre. Mais des enfants du roi Alphonse VIII et de sa jeunesse, on n'a pratiquement rien du tout. Même dans les livres anciens, on arrive à avoir quelques bribes par rapport aux chroniqueurs, mais vraiment rien de probant. On a plutôt ça par rapport aux ambassades qui se sont dirigées vers la Castille pour le mariage des filles du roi Alphonse VIII. Et elle a eu une enfance de son temps, pieuse, s'occupant des pauvres, dit-on, dans les chroniques, aimant aller dans la campagne et admirer les plaines de Castille, qu'elle aimait tant, avec des chansonniers ou des musiciens, où elle apprenait le latin et elle apprenait la poésie et l'éducation que l'on donnait aux jeunes princesses. Alors, on sait cependant que la nourrice de Blanche s'appelait Sanchi Lopez, et nous pouvons supposer qu'elle suivait une cour itinérante que les parents des princes faisaient à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on allait de château en château. Selon la volonté de sa grand-mère, Aliénor d'Aquitaine, et pour sceller la paix enfin entre la France et l'Angleterre, l'une de ses petites filles devait épouser le prince Louis,
fils et héritier du roi Philippe Auguste. Durant l'hiver de 1199 à 1200, Aliénor, bien qu'elle ait presque 80 ans, se rend donc à la cour de Castille. Alors elle s'y rendra en petite étape, puisqu'elle était quand même très fatiguée à l'âge qu'elle avait. Et elle choisit Planche plutôt que la sœur aînée, Urraque, probablement, comme on dit, pour son caractère et son intelligence, et non pour la consonance plus douce de son prénom, comme le prétendent certaines sources, et ce que je vous disais, et certains chroniqueurs. Donc, Aliénor, elle, les chroniques disent que c'est plutôt par rapport à son caractère, d'autres disent que c'est plutôt par rapport à son nom. Ils arrivent à Bordeaux, elle quitte définitivement Blanche de Castille, son Espagne natale, sa Castille natale, et le 9 avril 1200, donc à Bordeaux, ils sont escortés d'une nombreuse députation castillane. Ils se rendent ensuite de là en Normandie, auprès de leur fils et oncle Jean Santerre et de Philippe Auguste, puis au château de Boutravant, la résidence de Jean Santerre, et par le traité du Goulet, Jean Santerre cède le Vexin, le comté d'Évreux, et jusqu'au Neubourg et d'Anville. Le mariage ne peut avoir lieu sur le domaine du roi de France, car à la suite des démêlés matrimoniaux de Philippe Auguste, le pape Innocent III l'a frappé d'interdit, puisqu'il ne voulait pas, le pape acceptait que le roi répudie sa femme. Donc, le mariage est célébré le 23 mai 1200 en Normandie, dans le royaume, mais hors du domaine royal de l'époque. On a fait un compromis avec l'Église. Et les jeunes amoureux, puisqu'ils s'aimeront beaucoup, Louis VIII et Blanche, ils se marient en l'église Saint-Martin de Port-Mort. En l'absence des deux rois, la cérémonie est présidée par l'archevêque de Bordeaux. Blanche a 12 ans, Louis 13 ans. Donc vous voyez vraiment que ce sont des mariages d'enfants à l'époque. On marie les enfants dès qu'ils sont nubiles pour pouvoir justement le plus vite possible avoir une descendance et un rôle politique, et en cas de décès ou en cas de renonciation, avoir le temps de pouvoir les remarier. Alors, pendant la période de Philippe Auguste, avant que Louis VIII accède au trône, et jusqu'à la mort de Louis VIII, d'ailleurs, elle mettra au monde, elle sera enceinte de 4 mois quand son mari mourra, elle donne 12 enfants, 2 filles et 10 garçons, dont des jumeaux, et 5 seulement atteignent l'âge adulte. 4 meurent durant l'adolescence et les autres en bas âge. 4 filles jouent un rôle plus ou moins important ou considérable, qui ces fils sont Alphonse, Robert, Charles d'Anjou et surtout le futur Saint-Louis. Cette nombreuse progéniture efface les attentes d'héritiers mâles lors des règnes précédents de Louis VII et de Philippe Auguste. Cette descendance, couplée avec son esprit, sa grande piété et l'éducation attentive de ses enfants, font d'elle une reine très appréciée, contrairement toutefois à une image répandue par les récits de l'iconographie. Blanche n'assure pas elle-même l'éducation de Louis, elle la confie à des gouvernantes et à des maîtres, essentiellement des dominicains et des franciscains, et elle insiste beaucoup dans l'éducation religieuse, et on ne joue pas beaucoup chez les enfants de Blanche de Castille. On se lève le matin, on va à la messe, bien sûr, on récite les prières, puis on mange assez frugalement, des bouillies, des fruits cuits, des choses comme ça, et on se met au travail. On apprend bien sûr le latin, l'histoire de France, la géométrie, l'arithmétique, la poésie, la danse, la musique, tout pour faire l'épanouissement des princes. Elle donnera d'ailleurs à son fils aîné, quant à ses fils cadets, la même éducation. Puis après, on remange et on retourne à la messe, on va se promener, mais là, les précepteurs et les maîtres continuent l'éducation des enfants, car rien n'est bon pour, fomenter les cerveaux de ces futurs princes. Même dans la nature, on continue à enseigner. Et le soir, pareil, prière, puis quelques chants, des chants religieux ou quelques poésies, et tout le monde va se coucher. Alors, elle a eu Blanche, 1205-1205, qui est morte jeune. Elle a eu Philippe, qui est né le 9 septembre 1209 et qui meurt en juillet 1218, qui est fiancée en 1215 à Agnès de Donzy, de septembre 1205 à 1225 d'ailleurs. Elle meurt à 20 ans, Agnès de Donzy, 1205-1225, héritière de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre,
sans postérité. Alphonse et Jean, frères jumeaux, nés le 26 janvier 1213 à Lorès-le-Bocage-Préau, morts jeunes. Louis IX, dit Saint-Louis, 1214-1270, roi de France, dont postérité ayant donné, en ligne masculine, tous les rois de France régnant jusqu'en 1830. Robert Ier d'Artois, 28 septembre 1216, 8 février 1250, comte apajaniste d'Artois qui épouse Mathilde de Brabant et postérité. Jean, 21 juillet 1219-1232, comte d'Anjou et du Maine, mort jeune. Alphonse, 1220-1271, comte apanagiste de Poitiers et de Toulouse, qui épouse Jeanne, comtesse de Toulouse, 1220-1271, sans descendance. Philippe d'Agobert, 20 février 1223-1232, sans postérité. Isabelle, 1225-1270, fiancée à Hugues de Lusignan, puis en 1252, fondatrice et abbesse des Clarisses de Longchamp, béatifiée, sans descendance. Étienne, Paris, 27 décembre 1225, novembre 1227, sans postérité. Et Charles d'Anjou, Vendôme, mars 1227, qui meurt le 7 janvier 1285, fils posthume, Louis IX lui transfère l'apanage d'Anjou de son frère Jean, mort en 1232. Il est comte d'Anjou, roi de Sicile, puis de Naples, de Jérusalem, comte de Provence. En 1246, Charles épouse Béatrice de Provence, 1234-1267, et en 1268, il se remarie avec Marguerite de Bourgogne, 1248-1308 et postérité. Donc voilà la lignée un peu des enfants de Blanche de Castille et de Charles VIII, de Louis VIII, pardon, le lion, et bien sûr, on va voir un peu ce qui va advenir, surtout de celui qui nous intéresse, c'est-à-dire son fils aîné, à qui est prédit les plus grandes destinées, Louis IX, qui sera béatifié en Saint-Louis. C'est une femme de caractère, comme je vous l'ai dit, elle ne ménage pas son soutien à son époux lorsque celui-ci veut se lancer à la conquête de l'Angleterre, ni plus ni moins, entre 1216 et 1217. Elle s'indigne notamment lorsque le roi de France Philippe de Auguste refuse de soutenir financièrement son mari, qui est en difficulté, et d'après les chroniques du ménestrel de Reims, elle aurait eu un vif échange avec le roi durant lequel elle l'interpelle. « Laisserez-nous, vous, ainsi mourir, monseigneur, en une contrée étrangère? Sire, pour Dieu, il doit régner après vous. Envoyez-lui ce dont il a besoin, au moins les revenus de son patrimoine. » Face au refus du roi, elle se serait alors exclamée, toujours devant le roi, « Au nom de Dieu, je sais bien ce que je ferai. Par la bonne mère de Dieu, j'ai de beaux enfants de monseigneur. Je les mettrai en gage et je trouverai bien des gens qui me prêteront sur eux les bijoux et l'or qu'il me faudra. » Donc voilà, c'est une femme qui est quand même de caractère pour avoir osé comme ça s'interposer au refus du roi de l'aventure un peu folle, disons, de son fils, qui arrivera malgré tout en Angleterre, à arriver à prendre la ville de Londres, quelques places fortes. Jean sans terre, lui, partira, mais il partira et sera vraiment sans terre, puisqu'il mourra peu de temps après, laissant un fils de 9 ans, étant donné que la postérité anglaise continuait et que Henri III devait régner. Bien sûr, le roi, le dauphin de France, qui n'est pas dauphin, parce que le dauphin de France n'existe pas encore, mais le fils du roi de France, bien sûr, est obligé de rembarquer et de revenir en France. Alors pour Georges Binois, cette scène peut paraître improbable, mais pour certains, comme Contamine, oui. Et d'autres historiens l'attestent. Donc il y a une petite querelle d'historiens par rapport à cette scène que je viens de vous dire, mais ce que veulent démontrer, même si c'est apocryphe et même si ça a été écrit par les chroniques et que cela ne s'est pas fait, ça démontre quand même l'influence que Blanche de Castille exerce alors à la cour et qui était de notoriété publique. Face à l'insistance de Blanche, le roi finit par céder et accepte de puiser dans une partie de son trésor pour l'aider à soutenir son mari. Donc en fin de compte, le roi cédera. En 1229, elle permet également le traité de Mauparis qui met fin au conflit avec les Albigeois, car elle voulait plutôt une guerre de soumission par rapport à Dieu et à Jésus-Christ, plutôt qu'une guerre de soumission par les armes et par le sang.
Parallèlement à ça, elle relaie l'œuvre réformatrice de Bernard de Clairvaux, qui était mort en 1153, et elle fonde les abbayes, la fameuse abbaye qui existe toujours, que je vous invite à voir, celle de Royaumont en 1228, et bien sûr Maubuisson en 1236. Quant à l'abbaye du Lys, moins connue, mais qui renferme une partie de ses entrailles, elle fondera ça en 1244. Aussi célèbre par sa beauté que par sa sagesse, on raconte qu'elle inspire une vive passion à un grand seigneur poète de l'époque, un seigneur qui écrivait des amours courtois, un féru de joutes et de chevalerie, le fameux Thibaut de Champagne, qui lui fera une cour assidue à la mort de son mari, bien sûr qu'elle refusera, et même qu'elle finira par le chasser de sa vue, tellement elle ne voulait pas sombrer dans autre chose qu'était l'éducation de ses enfants. Alors, malgré tout, cette passion et cette réputation, Thibaut revient de temps en temps à la cour et, bien sûr, il la seconde dans sa politique. Elle l'envoie dans plusieurs missions diplomatiques, d'ailleurs, et il la chanterait dans ses vers. Et on retrouve dans les vers de Thibaut de Champagne des femmes mystérieuses qui dépeignent, semble-t-il, Blanche de Castille. Elle s'installe en 1251 dans l'abbaye de Julie, un orphelinat pour les enfants de chevaliers morts en croisade. Alors, malgré sa profonde douleur à l'annonce du décès de Louis VIII en novembre 1226, la reine se ressaisit vite et soutient avec force les membres du gouvernement alors en place pour faire de son fils Louis le vrai et authentique roi de France. Elle le fait sacrer à la cathédrale Notre-Dame de Reims, mais conformément au testament de Louis VIII, exerce la régence du royaume jusqu'à la majorité du nouveau monarque. Alors, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec ça. Quand Louis VIII meurt, Louis VIII part en campagne contre les Albigeois, il va un peu dans le sud, là. On ne sait pas trop ce qui arrive au roi, mais il se sent mal, il se sent d'un seul coup perclus de crampes, de fièvre, les médecins arrivent, les apothicaires, tous ceux qui ont là sous la main, les plus éminents praticiens du coin, rien n'y fait. La maladie progresse, le roi se sent mourir, il fait un testament, il fait signer des blancs-seings pour que tous les seigneurs autour de lui fassent relayer aussi la nouvelle comme quoi ils feront allégeance au nouveau roi de France. Et il laisse, alors c'est ça le problème un peu juridique du terme, il n'a pas prononcé ou écrit le mot régence. Il laisse à la reine, donc sa femme, le soin de gouverner le roi jusqu'à sa majorité et de pouvoir administrer les biens du domaine de France. Donc ce n'est pas tout à fait une régence, c'en est une quand même. Enfin, au niveau juridique, certains vont dire qu'elle a empoisonné son mari, d'autres vont dire que c'est plutôt le comte de Champagne qui est plutôt fait cela. Il y a un peu des accusations d'empoisonnement. On sait maintenant qu'il n'en est rien et que Louis VIII est bien mort d'une dysenterie. Alors en plus, elle est enceinte d'un 12e enfant à la mort de son époux. Donc Blanche de Castille voit se liguer contre elle donc les puissants barons qui commencent à mettre en doute sa vertu, car c'est pourquoi des accusations infamantes sont lancées contre elle, affirmant qu'elle porte l'enfant du comte de Champagne ou bien du légat pontifical Romain de Saint-Ange. Donc là, bien sûr, on fait des polémiques par rapport à cela. Il est avéré que tout le monde attestera que Blanche avait eu cet enfant du roi. Et une fois qu'elle a accouché et que je vous ai raconté que par rapport à Thibaut de Champagne, il y avait eu des substitutions, alors qu'ils sont, ils sont accusés, même le peuple lui dit, plutôt qu'elle fait croire que, par exemple, elle fait bien l'éducation des princes, mais que fait-elle le soir en écoutant les sérénades de Thibaut de Champagne? Elle paraît devant l'église Notre-Dame et devant Sainte-Geneviève, toute chemise blanche vêtue et bien sûr montrant qu'elle ne porte aucun enfant, ce qui fait taire plus ou moins les polémiques. Alors comme régente, Blanche peut compter sur quelques fidèles malgré tout, tous les barons ne sont pas contre elle, mais la plupart des grands vassaux se liguent pour s'emparer du gouvernement, non pas détrôner Saint-Louis, mais le contrôler et pouvoir, disons, le faire fléchir par rapport à une politique des grands féodaux. Mais c'est une femme de caractère et elle ne s'en laisse pas compter. Elle négocie âprement le ralliement à la couronne de ceux qui hésitent, les Poitevins, la plupart du temps. Alors certains ne voulaient pas venir à son invitation, mais parce qu'ils disaient
que le deuil était trop tôt. Certains disaient d'ailleurs, il ne faut pas couronner le roi tout de suite, il faut attendre. On voulait gagner du temps. Mais elle, non. Elle négocie âprement, donc, et elle impose son autorité aux autres. Certains, toutefois, refusent de voir un enfant de 12 ans et sa mère régner. Et parmi eux, il y a le fameux Hugues X de Lusignan, que je connais bien personnellement parce que c'est de là que vient aussi mon titre et mes origines. Et surtout, un certain Pierre Mauclerc, le duc de Bretagne. Alors eux, ils envisagent carrément d'enlever le roi Louis IX de France, de le mettre en Bretagne ou de le mettre dans le Poitou, donc pas loin des terres anglaises pour pouvoir faire pression, et de l'éduquer et de l'enlever à la mer. Alors, réfugié avec Blanche dans la forteresse de Montlhéry, puisqu'elle est avertie du complot, le roi ne doit son salut qu'à la population parisienne qui est alertée par Blanche et qui est venue le chercher et l'escorter jusqu'à Paris. Donc, il y a à peu près 50 à 60 000 Parisiens qui viennent escorter le roi, ce qui, bien sûr, empêche toute tentative de la part du duc de Bretagne et de Hugues X de Lusignan. Ce n'est qu'en 1229 que les insurgés, défaits par l'armée royale, puisque là, Saint-Louis monte sur son cheval et décide d'en finir, accepteront de rentrer dans les rangs et signeront donc des trêves et, bien sûr, leur soumission au roi de France. Blanche de Castille est parvenue à ses fins, et puisque son fils est encore trop jeune pour gouverner seul, c'est elle qui l'initiera à son métier de roi jusqu'en 1235. Choisissant pour lui les meilleurs précepteurs, elle ne néglige pas non plus son éducation spirituelle et lui inculque les préceptes de foi et de moralité qui contribueront par la suite à faire de lui le seul roi de France devenu saint. Alors il y a un précepteur qui est très important, qui est avec elle, et on l'appelle d'ailleurs, ce précepteur l'appelle Dame Ersan, la bonne louve. Et ce précepteur, qui est un barbon, qui est un vieux pour l'époque, il a plus presque 60 ans, instructera au roi les meilleures politiques possibles à faire et fera en sorte de armer le roi contre ses vassaux. Alors bien sûr, le roi là est presque majeur, voire majeur. Bien sûr, on l'initie aux armes, comme ses frères d'ailleurs, à la joute, à la lance, à la guerre. Avec bien sûr des chansons de gestes et la fameuse conquête de Guillaume le Conquérant, par exemple, ou alors des batailles épiques des rois troyens. La légende des rois troyens aussi commence aussi à être bien mise en place à ce moment-là. Et bien sûr, toujours l'esprit du chevalier défendant la femme et l'orphelin, de toujours faire la guerre juste et de faire de tout ce qui est en son pouvoir pour épargner les pauvres, les paysans et les civils qui n'ont, qui pâtissent des guerres. Et bien sûr, comme dira Blanche, qui avait eu une partie d'impopularité, qu'elle amassa autour d'elle, certains on dirait qu'elle veut faire de ses enfants des moines. Eh ben, elle a dit, les paysans qui mourront, les orphelins, je les prendrai pour les mettre dans les abbayes, et je ferai des abbayes pour les femmes qui seront veuves ou qui seront déshéritées par la guerre. Voilà. Donc, il faut aussi gouverner ce royaume de France. Elle accomplit donc, c'est d'après les chroniqueurs toujours, Blanche accomplit ses fonctions avec fermeté, supportant toutes les injures, les calomnies, les attaques inouïes contre sa vie privée et sa conduite du gouvernement du royaume. Et c'est sous le règne de son mari Louis VIII qu'elle convint d'intervenir, puis sous la Régence, et enfin sous le règne de son fils Louis IX, qu'elle inspirerait qu'eurent lieu les massacres des Cathares. Alors, sa légende noire vient de là aussi, le massacre des Cathares. Alors, c'est pas sans secours d'ailleurs que Louis IX et sa mère se préparent à affronter le mécontentement des nobles du royaume et des Cathares. Le principal soutien de la reine et de son fils est cette équipe dirigeante rodée à l'exercice du pouvoir, à la tête de laquelle s'affirme encore le vieux chancelier Guérin, premier conseiller de Philippe Auguste, le barbon que je vous ai parlé, et qui est évêque de Senlis, et le chambrier officiel de l'hôtel du roi et du trésor, et un certain Barthélemy de Roy, qui est décrit comme un vieillard auprès de Blanche et de son fils, qui lui est plutôt dans l'ombre, qui fait des missives, qui envoie des diplomates, des espions un peu partout, mais qui fait en sorte que tout cela puisse tourner bien.
Alors, souveraineté royale et État, ces concepts sont encore récents dans la France du début du règne de Saint-Louis. Philippe Auguste et Louis VIII sont morts il n'y a pas longtemps. Et ça s'est simplement affirmé avec Bouvines et Philippe Auguste. Et ce nouveau modèle de gouvernement qu'a inspiré Philippe Auguste n'est encore pas très très solide. Les partisans de l'ancien système féodal, celui d'une fidélité triomphante, et qui sont là plutôt à servir le roi, mais à ce que le roi puisse les servir, n'en sont que plus dangereux. À la faveur de la minorité du roi, la grande et la moyenne noblesse multiplient les révoltes contre un pouvoir royal de plus en plus envahissant, mais sans jamais y réussir. Le 6 janvier 1227, la reine Blanche, sous les suggestions de ses conseillers, libère un grand seigneur, Ferrand de Flandre, emprisonné après la bataille de Bouvines par Philippe Auguste, et au cours de laquelle il avait commis une trahison. Elle élargit aussi d'autres hommes et en signe de pardon, et bien sûr fait acte, disons, de contrition, et permet justement de pouvoir, si vous voulez, avoir auprès d'elle plutôt des ennemis à vue, comme on disait, qu'elles puissent voir un peu qui y avait autour d'elles, plutôt que de les voir dans leur province ou en prison, mais certains auront grâce de ces pardons et seront des fidèles serviteurs du roi. Alors bien sûr, elle s'efface au bout d'un moment, parce que Louis est déclaré majeur en 1234 à 20 ans, et Louis et elle d'ailleurs, avec les autres conseillers, ont placé les frères de Louis IX dans des apanages qui leur permettent d'avoir un grand train de vie et étant récompensés, les associer à la couronne plutôt que d'en faire des adversaires de leurs frères, du roi, en les mariant beaucoup avec les princesses de Provence. D'ailleurs, Louis est marié à Marguerite de Provence, sans cesser de respecter sa mère. Il n'aura jamais vu son épouse que la seule fois qu'il l'aura épousée. Il dira, alors que sa mère lui propose le mariage de Marguerite de Provence, « Ma mère, est-ce que vous croyez que ceci est bon pour la France et pour moi le roi ?» Sa mère lui dit, « Absolument mon fils, cette femme sera pour vous le plus grand soutien et vous permettra de pouvoir avoir un héritage. Et bien sûr, de vous donner des oies. Alors, ma mère, allons-y, dit le roi, qui, dans une prière, se mit à genoux, et sa mère le rejoignit, et ils allèrent ensuite se marier. Il prend très vite, bien sûr, le roi, après ce mariage, la direction du gouvernement, et Blanche s'efface progressivement, jugeant que son fils a atteint la majorité et la maturité politique pour diriger le royaume, et Louis dirige désormais les affaires. Il donne libre cours à ses talents militaires et politiques, tout en restant entouré des conseillers de sa mère, qu'il n'a jamais répudiés, qui étaient d'ailleurs souvent ceux de son père et même ceux de son grand-père. Blanche reste néanmoins à ses côtés, une conseillère avisée, même quand elle est retirée, quand le roi a besoin de ses conseils, il envoie un chevaucheur, et la maman revient, ou alors elle lui écrit une lettre d'après les conseils, et bien sûr, il prendra très tout le temps les conseils de sa mère. En août 1248, Louis IX quitte la France pour partir en croisade, la 7e, et confie à sa mère la régence du royaume. Blanche de Castille n'était pas favorable à cette expédition que le roi a décidée à la suite d'un vœu fait pour demander à Dieu sa guérison. Elle s'acquitte de sa tâche avec prudence et sagesse. Quand Saint-Louis est fait prisonnier en Égypte en 1250, elle se dispose à réunir la somme exigée pour sa libération, ce qui ne sera pas nécessaire. Le roi ayant ensuite regagné la Terre Sainte, Blanche lui envoie quelques troupes de renfort, mais insuffisamment pour renverser le rapport de force avec les chefs musulmans qui, eux, étaient très soudés à ce moment-là. Louis IX est encore en Orient quand il apprend la mort de sa mère à la fin de l'année 1252. Contre l'avis de ses conseillers, il décide malgré tout de ne pas rentrer tout de suite et ne regagne la France qu'en 1254. Alors, elle était malade, Blanche, elle a attrapé froid, elle était retirée à Melun vers la fin de sa vie, et elle meurt à Paris en novembre 1252 à l'âge de 64 ans. Son fils étant encore en croisade, elle sera enterrée selon son désir à l'abbaye de Maubuisson, et son cœur sera transporté plus tard dans l'abbaye du Lys. Alors, Blanche de Castille est parfois considérée comme une sainte ou comme plutôt une bienheureuse, sans toutefois avoir été canonisée ni béatifiée. Au Moyen-Âge, il n'était pas rare que des fidèles vénèrent un vertueux personnage non officiellement béatifié,
et qui le devenait parfois de fait, jusqu'à figurer dans certaines anciennes martyrologues. Elle serait fêtée le 27 novembre ou le 2 décembre, suivant les sources et les pays. On lui attribue une belle poésie, un livre qu'elle aurait écrit, « Amour ou trop tard me suis pris ». Voilà la vie de Blanche de Castille, que je vous ai résumée très vite pour ce soir. Je rentre juste, il faut que je me remette à travailler. Donc, en plus, j'ai fait Marie-Antoinette hier. Donc, je vous ai fait ce Blanche de Castille-là qui, je pense, vous a quand même tracé et donné une image de la reine. Je pourrais vous donner encore quelques petites choses par rapport à elle aussi. Alors, voilà ce qu'elle écrit, par exemple. « Celle que j'aime est de telle seigneurie que sa beauté me fait outrecuider. » Et voilà ce qu'elle dit de son fils et de ses enfants, par exemple. Elle signe bien sûr plusieurs traités, le traité de Vendôme, le traité de Senlis. Elle arrive quand même à pouvoir faire que son fils puisse être, disons, assez puissant pour éloigner les Anglais du territoire de France, ce qu'il fera pour pouvoir faire ses croisades, voire à par toute la chrétienté à les appeler auprès de lui pour faire ses croisades, donc ses ennemis que sont les Anglais et bien sûr le Saint-Empire germanique. Donc c'est une activité aussi, la croisade politique. C'est un acte politique qui permet justement à pouvoir rassembler autour de soi ses ennemis pour combattre en Terre Sainte plutôt que de s'affronter directement. Alors, j'ai un très très vieux livre, mais qui date des années 50, qui est de Marcel Brion, Blanche de Castille, régente de France, mère de Saint-Louis. Vous avez ça chez Talandier, moi j'ai ça dans les éditions de France, c'est une édition très limitée, mais vous pouvez l'avoir aussi chez Talandier. J'ai feuilleté un peu ce livre qui fait à peu près 400 pages pour pouvoir faire le récit d'aujourd'hui. Je pense qu'on peut le trouver. Philippe Delorme, Blanche de Castille, épouse de Louis VIII, mère de Saint-Louis, Paris, Pygmalion, 2002. Philippe Delorme aussi, dans les éditions du Cerf en 2022. Ça a été réédité. Régine Pernoud, La Reine Blanche, Paris, Librairie Générale Française, 1984. Et Georges Minois, celui-là, je l'ai aussi, un très très beau Blanche de Castille, qui a été écrit chez Perrin en 2018. Et un très très vieux livre que je n'ai pas, mais que j'ai retrouvé quelques petits feuillets, Élie Berger, Histoire de Blanche de Castille, Reine de France, Paris, Thorin et Fils. Vous avez peut-être du mal à le trouver, celui-là, puisque l'édition est de 1895. Voilà, je vous remercie d'avoir été fidèle à Histoire de France, qui était ce soir consacrée à Blanche de Castille, mère de Saint-Louis. Blanche de Castille fut une très grande reine et a marqué son époque et l'histoire. Nous espérons que l'histoire sur Blanche de Castille vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France.